Bienvenue chers auditeurs sur la chaîne YouTube de Vive le Roi Productions. Avant tout, nous vous proposons de relire ou de réécouter Autorité et pouvoir chez les classiques et Autorité et pouvoir chez les modernes. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Autorité et pouvoir de l'ordre naturel à la domination moderne. De la verticalité légitime à la technocratie fluide. Dans l'histoire des sociétés humaines, rares sont les notions aussi fondamentales et aussi mal comprises que celle d'autorité. Elle est à la fois source d'ordre, d'unité de paix, mais aussi, dans les temps modernes, objet de méfiance, de rejet, voire de haine. La modernité a galvaudé l'essence de l'autorité. Une conception purement fonctionnelle du pouvoir, déconnectée de toute légitimité morale. Or, cette mutation est plus qu'un glissement terminologique. Elle constitue une véritable subversion de l'ordre naturel, anthropologique et politique. Saint Thomas d'Aquin écrivait que toute loi vise le bien commun et qu'elle n'a pas de valeur que si elle procède de la raison droite. Cette conception que l'autorité, pour être légitime, doit être conforme à un ordre supérieur, celui de la nature et de Dieu. À l'inverse, la modernité, influencée par la pensée de Machiavel, dissocie la politique de la morale. Pour le citer, un prince qui veut se maintenir est souvent contraint de ne pas être bon. Hannah Arendt note que le mot autorité a disparu de la sphère politique avec la Révolution française, remplacé par la force, le contrat et le consentement temporaire. Ce diagnostic rejoint celui de Julien Freund, pour qui l'autorité est la reconnaissance volontaire d'une supériorité qui ne s'impose pas par la force. Notre époque se trouve dans la croisée des chemins, entre la tentation de gouverner par des moyens techniques, impersonnels et utilitaires, ce que l'on nomme le pouvoir comme efficacité, et la nécessité de restaurer une autorité, enracinée dans une vision vraie de l'homme et de la société. Cette conférence propose d'interroger à la lumière des grandes traditions philosophiques, théologiques et politiques, la fracture entre l'autorité classique, verticale, orientée vers le bien commun et conforme à la loi naturelle, et le pouvoir moderne, horizontal, procédural, technocratique. Cette fracture n'est pas seulement théorique. Elle explique en grande partie la crise de confiance que connaissent nos institutions, l'effondrement du lien social et la perte de sens dans la vie publique. Ipso facto, l'homme moderne privé de repères et saturé d'injonctions contradictoires erre dans une société sans repères. Restaurer l'autorité, ce n'est pas restaurer la tyrannie, mais au contraire, rouvrir la voie de l'élévation. Par ces diverses divergences de l'essence de l'autorité, cette conférence s'articulera sur la thématique suivante. Comment penser une autorité qui fasse croître au lieu de contraindre, qui élève au lieu de dominer, qui s'enracine dans le réel et non dans la seule volonté. Ainsi, vous l'avez bien compris, notre époque est marquée par une profonde crise de l'autorité. Les figures traditionnelles, qu'elles soient paternelles, magistrales, royales ou religieuses, semblent vaciller sous les assauts conjoints du relativisme moral, de la technique bureaucratique et de l'individualisme dissolvant. Pourtant, le mot autorité, issu de auctoritas, signifie littéralement faire croître. L'autorité n'est donc pas domination, mais fécondité. L'autorité véritable est comme le feu au cœur du foyer. Elle n'éblouit pas comme un éclair,
ni ne consume comme un incendie, mais elle éclaire, réchauffe, rassemble. Autour d'elle, les membres de la communauté trouvent la lumière pour discerner la chaleur pour vivre ensemble et la direction pour agir. Sans elle, la maison devient froide, l'ombre envahit les murs. Chacun vague, sans point fixe, ni repère. Face à elle, le pouvoir moderne, souvent réduit à une potestas, sans enracinement, apparaît comme un fleuve qui déborde de ses rives. Fluide, efficace, mais aveugle. Il n'élève pas, il contraint. Cette conférence propose de comparer ces deux conceptions de l'autorité. L'une, enracinée dans l'ordre naturel et orientée vers le bien commun. L'autre, détachée de toute transcendance, réduite à l'efficacité immédiate. Grand 1. Pourquoi l'autorité classique diffère-t-elle du pouvoir moderne? Petit a. L'autorité comme service ordonné au bien commun. Le pouvoir ne s'actualise en autorité que lorsque son détenteur applique son intelligence à travailler au bien commun. La pensée politique classique, héritée de la philosophie grecque et perfectionnée par la théologie chrétienne, pose une distinction fondamentale entre le simple exercice du pouvoir et la véritable autorité. Aristote, dans la Politique, livre 3, insiste sur le fait que l'autorité ne peut être légitime que si elle est ordonnée à la fin propre de la communauté politique, la vie bonne et vertueuse. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, affirme que la loi, et donc l'autorité, n'est légitime que si elle est rationnelle, orientée vers le bien commun, promulguée par celui qui a soin de la communauté. L'autorité, dans ce sens, suppose non seulement une supériorité dans la fonction, mais une élévation morale dans l'exercice. Ce n'est pas l'extériorité du commandement qui fait l'autorité, mais l'accord intime entre la nature de la fonction et la finalité morale du bien commun. Par exemple, un père de famille n'est pas autoritaire par le fait qu'il commande, mais parce qu'il se met au service d'un ordre supérieur à sa volonté propre. Prenons l'exemple de Saint Louis. Le roi, bien détenteur de tous les pouvoirs temporels dans son royaume, ne se fait juge accessible, rendant justice à ses sujets sous un simple chêne. Il incarne ainsi la figure du souverain serviteur de la loi naturelle. Sa légitimité tient à son enracinement dans le réel et à sa capacité d'incarner une autorité juste, perçue comme bénéfique par ceux qui lui obéissent. Petit b. Le pouvoir moderne. Efficacité, image et manipulation. Comme le disait Machiavel, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard et posséder parfaitement l'art de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveuglés, si entraînés par le besoin du moment qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Avec la modernité, et notamment sous l'influence de Machiavel, la politique devient non plus le lieu de la recherche du bien, mais celui de la conquête stratégique du pouvoir. Le critère n'est plus la justice, mais l'efficacité. Cette mutation trouve son écho chez Hobbes, pour qui le pouvoir résulte d'un pacte de survie et repose sur la capacité du souverain à imposer l'ordre. Max Weber ira jusqu'à redéfinir l'autorité comme toute chance de faire triompher sa volonté. Dans ce cadre, l'autorité devient fonctionnelle, opératoire, un art de la manipulation. L'homme politique n'est plus tenu à la vérité, mais à l'apparence de la vertu.
Ce glissement se retrouve aujourd'hui dans les techniques de communication politique. Éléments de langage, stratégie d'image, algorithmes de ciblage électoral, contrôle du récit médiatique. Le pouvoir devient une mise en scène permanente et non plus un service enraciné dans la vérité du réel. Un cas concret frappant est celui des dirigeants modernes qui pilotent leur action par l'émotion publique, comme en témoignent les décisions prises dans l'urgence de l'opinion lors des crises médiatiques, comme la dernière gestion sanitaire du Covid-19, la sécurité et l'écologie, souvent au détriment de la rationalité et du bien commun à long terme. C'est l'inversion du sens de l'autorité. On ne gouverne plus à partir de principes, mais de sensations sociales éphémères. Grand 2. Quelle est la source légitime de l'autorité selon les classiques? Grand A. L'origine transcendante de l'autorité. Dieu, loi naturelle, hiérarchie. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, la fin de la vie et la société humaine est Dieu. La fin comme finalité, bien sûr. Cette affirmation résume l'orientation théologique de toute la pensée politique classique. La société ne trouve pas en elle-même sa fin, mais dans un ordre supérieur, objectif, transcendant. Pour saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, la loi humaine n'est légitime que si elle se conforme à la loi naturelle, elle-même participation à la loi éternelle de Dieu. Ainsi, l'autorité ne peut se fonder sur la seule volonté humaine. Elle doit viser l'élévation de l'homme vers sa fin ultime. Dans cette perspective, l'autorité est une participation à la providence et non un simple artifice juridique ou sociologique. Le roi n'est pas source de la loi, mais gardien de l'ordre. Il est ministre de Dieu pour le bien du peuple. La monarchie sacrale médiévale incarne cette vision. Le sacre royal, à Reims, ne conférait pas un simple pouvoir administratif, mais une onction spirituelle engageant le souverain à gouverner selon le droit divin. Un exemple historique éclairant est celui de saint Henri, empereur germanique canonisé. Sa légitimité reposait non sur une élection ou une efficacité militaire, mais sur son zèle à promouvoir la paix et la justice dans l'ordre chrétien. Son autorité, respectée et aimée, découlait de son enracinement dans le service du bien commun. Grand B. Le glissement moderne, autorité fondée sur le charisme ou le contrat. Éric Voegelin l'exprimait en ce sens. Comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé historiquement, l'État consiste à un rapport de domination de l'homme sur l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime. Cette rupture, introduite par la modernité, notamment chez Rousseau dans le contrat social livréen, repose sur une conception contractuelle et immanente du pouvoir. L'autorité devient une construction humaine, fondée sur la volonté générale. Max Weber identifie ici un type d'autorité charismatique, fondée non plus sur la loi ou la tradition, mais sur la personnalité du chef. Dans ce cadre, la source du pouvoir est instable, subjectif, liée à la perception des masses. C'est ce que l'on observe dans les régimes populistes, où le chef est légitime non par un ordre supérieur ou une institution, mais par sa capacité à incarner les passions populaires. Cette forme de légitimité est fragile, car elle repose sur l'émotion et non sur la raison. Un exemple contemporain est la montée de figures politiques charismatiques, souvent hors des partis traditionnels, qui fondent leur autorité sur la communication directe, les réseaux sociaux, et une opposition frontale à l'establishment. Leur pouvoir s'érode aussi vite qu'il s'est constitué, faute de fondements objectifs. Grand 3.
Comment la modernité a-t-elle subverti l'idée d'autorité? Apparence contre réalité. Autorité comme illusion contrôlée. Jean-Jacques Rousseau, dans son Contrat social, livre 3, chapitre 6, disait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent au fond ce que vous êtes. » Machiavel inaugure une ère nouvelle dans la pensée politique, où l'apparence l'emporte sur l'être, et où la réussite prime sur la vertu. Il affirme que le gouvernement ne doit pas nécessairement être bon, mais doit paraître bon. Cette rupture introduit une politique du masque. L'autorité cesse d'être fondée sur la vérité morale pour devenir une stratégie de perception. L'État moderne devient aussi une machine d'ingénierie sociale, où l'on gouverne non à partir de principes immuables, mais en fonction des données, de sondages et des ressentis. Hannah Arendt, dans La crise de la culture, note que la perte de l'autorité commence dès que l'on sépare le pouvoir de la vérité. Dès lors, l'autorité devient relative, contractuelle, fluctuante. Un exemple contemporain, comme la gestion de la pandémie du Covid-19, illustre cette dérive. L'autorité médicale ou politique ne s'est souvent pas fondée sur un discours cohérent, rationnel et stable, mais sur une gestion de la peur, de l'urgence et de l'image. On a vu se succéder des injonctions contradictoires, parfois appuyées sur des experts interchangeables, révélant une perte de légitimité profonde. La domination bureaucratique et technique. Weber l'exprime en ce sens. Le pouvoir signifie toute chance de faire triompher sa volonté au sein d'une relation sociale, même contre les résistances. Cette définition célèbre de Weber consacre une vision purement technique du pouvoir. Ce qui compte n'est plus sa finalité, mais sa capacité à produire de l'obéissance. L'autorité devient alors une forme de domination nue, souvent bureaucratique, déshumanisée, calculée. La modernité engendre ainsi des appareils de pouvoir impersonnels, comme le montre Michel Foucault dans Surveiller et punir. L'administration, les algorithmes et la surveillance numérique deviennent les nouveaux visages de l'autorité, qui n'a plus de visage humain, ni de fondement moral. Prenons l'exemple de la Chine, où les dispositifs de contrôle algorithmique des comportements, caméras intelligentes, notation sociale, profilage numérique dans les assurances ou banques, sont les prolongements logiques de cette vision instrumentale de l'autorité. Grand 4. Quel rôle jouent les corps intermédiaires dans la légitimation? Grand A, le réseau organique des médiations traditionnelles. Pour résumer la parole d'Aristote et saint Thomas, nous dirons: l'homme n'est pas un individu isolé, mais un être naturellement sociable, inséré dans des communautés hiérarchiques. Les corps intermédiaires, familles, communautés locales, corporations, paroisses, sont les piliers de l'ordre social traditionnel. Aristote écrivait que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il ne peut s'épanouir que dans un cadre communautaire. Saint Thomas d'Aquin ajoute que la justice distributive, qui régule les rapports entre les membres d'un corps social, ne peut être assurée que par des structures hiérarchisées. Pour lui, la communauté politique ne remplace pas la famille ou la cité locale, elle les complète. Dans ce contexte, les corps intermédiaires apparaissent comme les poumons du tissu social. Ils incarnent une autorité de proximité, enracinée, visible, transmissible. Une corporation de métiers dans une ville médiévale ne se contentait pas d'une fonction économique. Elle était une école de vie, instance de régulation, autorité morale.
Le compagnonnage, les confréries et les guildes étaient à la fois des lieux de savoir, de solidarité et d'honneur. C'est dans ces structures que l'homme apprenait à obéir pour pouvoir commander. Jacques Maritain, dans L'Homme et l'État, explique que les sociétés humaines ne peuvent se maintenir que si elles disposent d'une pluralité d'autorités autonomes et responsables. Le pouvoir central n'est légitime que s'il respecte ses médiations. Grand B. L'atomisation moderne. État central. Individu isolé. L'individu n'a besoin de personne entre lui et l'État. Ce mot d'ordre de la Révolution française consacre l'individualisme juridique. L'abolition des corps intermédiaires par la loi Chapelier de 1791 ne visait pas la liberté authentique, mais l'élimination de toute concurrence à l'autorité centralisée. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, observe qu'une démocratie sans contrepoids produit un despotisme doux, où l'État devient omniprésent, car les individus sont devenus impuissants. Aujourd'hui, cette dissolution des corps intermédiaires est amplifiée par la technocratie, la dématérialisation des services publics et la mobilité sociale extrême. Le citoyen devient un numéro, un profil, une donnée. On lui promet la liberté, mais il vit une solitude structurée. Prenons l'exemple de la disparition des bistrots ruraux ou des églises de village. On perd non seulement un service, mais un lieu d'autorité symbolique. C'est dans ces lieux qu'on se formait, qu'on débattait, qu'on transmettait. À l'inverse, les lieux anonymes des métropoles, guichets automatiques, bornes numériques, incarnent une autorité désincarnée. Grand 5. Quel remède face à la crise moderne de l'autorité? Petit a. Restaurer une anthropologie réaliste et éthique de la responsabilité. En résumant encore ici la pensée d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'autorité suppose une reconnaissance libre de la légitimité par ceux qui y obéissent. Le remède passe d'abord par une rééducation des esprits. On ne restaure pas l'autorité par décret, mais par la renaissance d'une anthropologie vraie. L'homme a une nature, une finalité, une vocation. L'autorité doit s'y conformer. Cela implique un retour à la loi naturelle, à une éthique de la vertu, à une pédagogie de la responsabilité. Saint Benoît, dans sa règle, montre que l'autorité de l'abbé repose non sur la coercition, mais sur son exemplarité. Il faut aussi reformer les élites. Nul ne peut commander s'il n'a appris à servir. L'autorité exige une ascèse intérieure, une cohérence morale. Le cardinal Pie écrivait que les peuples perdent le sens de l'autorité quand ceux qui la détiennent ne s'en montrent plus dignes. L'expérience de la contre-réforme catholique est éclairante. Après la crise du XVIe siècle, l'Église reconstruit une autorité crédible à travers la réforme morale du clergé, le développement des séminaires, l'encadrement des laïcs. C'est le Concile de Trente. Cette restauration passe par la sainteté, la clarté doctrinale et la cohérence de vie. C'est ce triptyque qu'il faut redécouvrir dans les champs de l'autorité. Petit b. Revaloriser la vérité, l'éducation et les lieux de transmission. Là où tout se vaut, plus rien ne vaut. Le relativisme ambiant, hérité de Nietzsche et des philosophes postmodernes, dissout la verticalité naturelle. L'autorité repose alors sur des affects instables, des émotions collectives ou des mécaniques d'influence. A contrario, là où il y a vérité, exigence, orientation vers le bien, l'autorité renaît. Prenons l'exemple des écoles hors contrat ou des académies classiques
qui, loin du pédagogisme relativiste, transmettent un savoir structuré, une discipline bienveillante et un sens du devoir. Elles sont souvent calomniées, mais elles connaissent un succès croissant. Leur autorité ne repose pas sur une injonction légale, mais sur une reconnaissance libre par les familles, sensibles à la cohérence entre discours et exigences. On pourrait aussi mentionner les figures traditionnelles, chefs de chorale, maîtres d'œuvre, anciens d'un métier. Dans l'autorité découle non d'un statut officiel, mais d'un savoir-faire et d'un savoir-être reconnu. Conclusion. L'étude de l'essence de l'autorité classique et du pouvoir moderne révèle une rupture anthropologique et spirituelle majeure. D'un ordre orienté vers le bien commun, soutenu par la loi naturelle et incarné dans les figures enracinées, nous sommes passés à un pouvoir technique, fluide, fondé sur l'efficacité immédiate et la gestion des masses. Ce basculement a produit une société désincarnée, où l'autorité est perçue comme oppressante, car elle n'a plus de fondement moral. Or, une autorité sans finalité supérieure devient oppression, comme un berger sans étoile, qui conduit son troupeau vers l'abîme. Inversement, une autorité enracinée dans la vérité de la nature humaine, éclairée par la loi morale, rend libre, parce qu'elle oriente vers ce qui accomplit. Aujourd'hui, la tâche est immense. Restaurer l'autorité véritable, non en imitant les modèles modernes, mais en redécouvrant les principes classiques. Ordre, finalité, hiérarchie, subsidiarité. Ce n'est pas une nostalgie réactionnaire, mais une œuvre de salut pour nos familles, nos patries, nos âmes. Le pouvoir moderne est comme une machine efficace, mais sans direction. L'autorité classique, elle, est comme une voile hissée dans le vent de la vérité, guidant la barque commune vers un port véritable. Ce retour à la tradition politique classique invite à une refondation durable sur les bases solides de la loi naturelle, de la vertu, de la communauté. En résumé, sur le critère de fondement de l'autorité, la pensée classique repose sur la loi naturelle et un ordre moral transcendant. La pensée moderne, elle, se base sur la volonté humaine, charisme et procédure. Sur le critère de la finalité du pouvoir, la pensée classique tend vers la vertu, le bonheur commun, le salut des âmes. La pensée moderne, elle, se base sur la conservation du pouvoir et le contrôle social. Sur le rôle de l'éducation, la pensée classique tend à former des hommes vertueux. La pensée moderne, elle, a formé des citoyens conformes. Les corps intermédiaires sont essentiels à la vie politique pour la pensée classique. A contrario, à supprimer au profit de l'individu abstrait pour la pensée moderne. L'autorité du souverain pour la pensée classique s'incarne dans le ministre de Dieu, garant de la loi morale. Pour la pensée moderne, c'est un chef efficace ou gestionnaire charismatique. La légitimité de la pensée classique est de s'organiser dans un ordre moral. Pour la pensée moderne, c'est se confondre avec la légalité. Le rapport religieux, pour la pensée classique, est une primauté du spirituel. Pour la pensée moderne, c'est la sécularisation et des religions de remplacement. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances. Que la grâce de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vive le Roi Production.